Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui, un épisode spécial car il a été enregistré en direct devant public à l'Université du Québec à Rimouski et c'était à l'occasion des Journées de la relève en recherche de l'ACFAS, les J2R 2025 qui se sont passées il y a quelques jours donc à Rimouski. C'était la table ronde d'ouverture des J2R cette année avec 5 invités vraiment intéressants avec des profils différents et qui nous ont raconté leur trajet depuis les études graduées jusqu'à ce qu'ils font aujourd'hui et qui ont aussi répondu aux questions du public. Les étudiants et étudiantes qui étaient là ont eu l'occasion de poser des questions à ce panel et c'était une super belle expérience. J'ai vraiment apprécié mon premier passage par les J2R. Donc, j'espère que vous allez apprécier ça et sans plus, je vous laisse avec la table ronde d'ouverture des J2R de cette année 2025. Bonne écoute! Nous allons maintenant commencer cette table ronde intitulée « L'avenir après les études supérieures, parcours inspirant ». Et donc, sans plus tarder, j'accueille nos panélistes et nous recevons aujourd'hui Valérie Bélanger, directrice régionale Rimouski, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie chez Axelis. Bienvenue Valérie. Ensuite, Maude Boissonneau, coordonnatrice du programme Plaine et des missions scientifiques au Réseau Québec Maritime. Bienvenue parmi nous. Notre troisième panéliste est Sébastien Chabot, professeur de littérature au Cégep de Rimouski. Notre quatrième panéliste, Sabine Dodard, agente du Conseil de recherche pour le développement des cultures et des ressources aquatiques au Conseil national des recherches Canada. Bonjour Sabine. Et finalement, Bertrand Genard, président des laboratoires Isobiochem Inc. Bonjour Bertrand, bonjour vous tous. Merci d'être ici, vous tous aujourd'hui. La table ronde sera divisée en 3 parties. D'abord, un bref tour de table pour mieux connaître les panélistes qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui nous présentent leur parcours. Ensuite, on parlera des mythes répandus par rapport au doctorat, aux études de deuxième, troisième cycle. Ensuite, aussi, nous allons construire ensemble une nouvelle, tenter le mieux qu'on peut, une nouvelle représentation des études supérieures et de l'après-carrière universitaire. À la fin, vous voyez qu'il y a 2 micros dans la salle, il y a une période de questions pour vous, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions brûlantes, à venir les partager avec nous à la fin. Et d'abord, par contre, j'aimerais juste inviter nos panélistes à nous parler de leur parcours. En 3 minutes, top chrono, la maîtresse du temps va être là pour nous obliger à suivre la consigne. Donc, je commencerai, étant donné qu'on est arrivé dans un certain ordre, on va commencer par cet ordre. Donc, Valérie, 3 minutes. Top chrono. 3 minutes, c'est comme ma thèse en 180 secondes, mais c'est pas vraiment top chronométré comme quand j'ai fait le concours. Bonjour, bienvenue à Rimouski. Je suis Valérie Bélanger. Je suis agronome de formation, agronome spécialiste des sciences agricoles. J'ai fait mon baccalauréat. Je suis partie travailler sur le terrain. Moi, après mon baccalauréat, après 4 ans d'université à l'Université Laval, j'ai fait « OK, c'est beau, on va sur le plancher des vaches », littéralement sur le plancher des vaches. Et puis, c'est sur le plancher des vaches que j'ai vraiment décidé après coup de dire « Ouais, OK, mais si je fais ça dans les 30, 40 prochaines années, ça va peut-être devenir redondant un peu. » Alors, je suis revenue faire maîtrise doctorat à l'Université Laval, toujours en agriculture. Et puis, j'ai travaillé sur un outil d'évaluation de la durabilité des entreprises agricoles. On parle de ça il y a déjà, ça fait 20 ans que j'ai débuté mon doctorat. Et puis, à ce moment-là, on entamait les discussions sur la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité. J'aurais des faits cocasses à vous parler. J'ai appliqué au FRQ, NT. Ils m'ont dit, ben non, tu vas avoir un aspect social dans ton doctorat. J'ai appliqué au FRQ SC. Dans le temps, c'était comme ça qu'il s'appelait. Ils m'ont dit, ben non, tu travailles en agriculture, t'es en sciences et technologies. Alors, bref, un parcours au doctorat, vous allez comprendre, j'étais beaucoup plus généraliste que spécialiste dans le cadre de mon doctorat. Et puis, par la suite, j'ai intégré le monde du travail directement dans un espace en toute sécurité. J'ai été coordonnatrice d'un réseau de recherche à l'Université Laval, dans le secteur des grains, toujours en agriculture. Puis, j'ai fait le saut au privé par la suite pendant 8 ans.
faites le saut au privé pour aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du milieu industriel, toujours en gestion de la recherche. Moi, j'ai oublié de vous dire, mais dans le cadre de mon doctorat, je voulais pas devenir professeur. Fait que ça a été vraiment, le choix s'est avéré très clair que je devais me trouver une voie de passage pour ma carrière suite à mon doctorat. Et c'est ça que j'ai fait. Puis après mon 7 ans privé, je suis revenue dans le milieu de la recherche avec tout ce qui peut être entouré, cette valorisation de la recherche. Alors, j'ai joint Axelis il y a 3 ans et demi maintenant. J'ai déménagé à Rimouski. Et puis, je suis maintenant responsable de la valorisation de la recherche avec toute l'équipe de l'UQAR, évidemment, du bureau de la recherche ici. Mais je pense qu'on fait on va faire des petits pas et des grands pas, mais pour que ça soit plus accessible, plus connu. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, Axelis, c'est une société de valorisation de la recherche publique au Québec. Alors, on accompagne tous les établissements de recherche dans cette trajectoire-là de valorisation, comment on encourage les étudiants à aller vers d'autres voies de passage autres que celles de professeurs. Les deux sont aussi bonnes, hein? Ça, c'est ça qui est important. Alors, je vais conclure ici. Je vois mon petit 10 secondes apparaître, mais aujourd'hui, je suis là. Je suis chez Axelis. Merci Valérie. À ton tour. Oui, donc Maude Boissonneau, je suis biologiste marine de formation. J'ai eu un parcours qui est relativement linéaire, là, pour ce que ça veut dire. Là. En fait, j'ai un peu toujours su que je voulais aller dans cette branche-là. Ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, mais le format dans lequel je l'ai fait, je pense que c'est là que j'ai un peu été chercher des petites subtilités dans tout ça. Donc, j'ai commencé, puis j'ai fait une technique en bioécologie au Cégep de Saint-Laurent. Ça m'a donné vraiment une formation qui est très technique, très axée sur l'expérientiel. Je voulais vraiment comme avoir les mains dedans avant de savoir pourquoi est-ce qu'on faisait ces choses-là. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait. Ça a l'air le fun, parfait. J'étais all set. Donc, ensuite, j'ai déménagé à Rimouski. Je suis allée faire le baccalauréat en biologie marine ici. Puis j'ai poursuivi là, à la maîtrise également en biologie marine. J'ai travaillé sur l'impact des changements globaux combinés sur la crevette nordique. Donc ça a vraiment été quelque chose de super niché sur la protéomique et le stress cellulaire. Mais pendant que j'ai eu la chance de développer ce projet-là, je me suis aussi intéressée à d'autres choses. Comment est-ce que ça fonctionne la recherche? Comment est-ce que les projets des autres fonctionnent? Comment est-ce qu'on peut aller chercher d'autres compétences par-ci, par-là? Parce que, un peu comme Valérie, moi, je savais que je poursuivrais pas nécessairement au niveau pour aller à une carrière de professeur, nécessairement. Je savais pas. Je figurais ça au fur et à mesure un peu. Mais reste que j'ai trouvé ça important d'aller toucher un peu à tout. Puis, c'est justement, là, grâce à ça que je suis allée sur des bateaux de recherche. Dans le cadre de d'autres projets, des projets de collègues qui avaient besoin d'aide, aller monter des méthodologies, aller faire différents trucs. Puis, ça a été vraiment plaisant. Je suis arrivée là-dessus. J'ai vu des gens qui travaillaient pour les missions scientifiques. Voyons donc, ça existe, ce job-là. Avec moi, ni de une, ni de deux, j'ai collé là. Puis, tout de suite, en terminant ma maîtrise, là, j'ai eu la chance là, de devenir coordonnatrice des missions scientifiques au Réseau Québec Maritime. Puis, un peu plus tard, là, puisque ça fait seulement 3 ans là, que je suis là. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la coordination aussi du programme de recherche pleine, qui est un programme de recherche pour l'atténuation des impacts de la navigation commerciale sur les écosystèmes. Donc, c'est ça. Je suis allée chercher un petit peu plein de choses un peu partout pour finalement être devant vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Maude. Sébastien? Oui, écoutez, je commencerai avec une anecdote. D'abord, c'est que en secondaire 5, on m'avait dit, Sébastien, on m'avait rencontré la direction. J'étais vraiment un étudiant problématique, pour le dire comme ça. Et on m'avait dit, tu sais, Sébastien, les études, c'est pas pour toi. Alors, ils m'ont embarqué sur un programme de jeunes décrocheurs. J'ai travaillé en épicerie toute une été. Un été, pardon, prof de français, n'est-ce pas? Et j'ai tellement détesté mon expérience de terrain, justement, que je me suis dit, je vais quand même aller à l'école, finalement. Alors, je suis parti au cégep. J'ai rencontré des gens, justement, des professeurs, des enseignants, des gens qui étaient passionnés de littérature, passionnés de philosophie, passionnés de culture, bref. Et je suis tombé en amour avec ça et je me suis dit, un peu comme tu viens de dire, Maud, on peut faire un job là-dedans, là, lire des livres, puis aimer ça, enseigner ça. Alors, pour moi, ça a été une révélation. C'est vraiment un coup de cœur. Et, écoutez, je suis embarqué, évidemment, dans mon parcours universitaire. J'ai fait mon baccalauréat ici. Moi, je suis vraiment, ça va sonner un peu étrange, mais je suis vraiment pur jus. Université du Québec à Rimouski, bac, maîtrise et doctorat ici, avec
une petite escapade montréalaise, n'est-ce pas? J'ai fait des cours de doctorat là-bas à l'UQAM avec Pierre Ouellette, notamment, que j'ai beaucoup aimé. Tu me parlais tout à l'heure de Mathieu Belzile aussi. Bon, c'est des gens que je connais un peu. Et bref, et donc, mon parcours est assez, je dirais, assez linéaire et il est basé sur une chose très simple, la passion. OK? La passion d'écrire. Et moi, ce que j'ai aimé à l'UQAM, c'est qu'on m'a permis, dès la maîtrise, de pouvoir, je dirais, faire exactement ce que je veux avec les cadres, évidemment, de la recherche universitaire. Mais on me laissait très libre. J'ai beaucoup aimé ça. Et donc, si bien que ma maîtrise, moi, c'est mon premier roman qui s'appelle « Ma mère est une marmotte ». Et ce roman-là a été publié aux éditions Point de Fuite. Pour ceux et celles peut-être qui connaissaient, j'ai eu la chance de travailler avec André Yannakopoulos, qui est la veuve d'Hubert Aquin, qui est une de mes idoles en écriture. Donc, on voit vraiment, moi, c'est toujours la passion qui m'anime. Et je veux déjà attaquer un mythe ici, parce que tout à l'heure, vous disiez, oui, la rédaction, mais quand on est dans l'écriture, c'est ça qu'on veut, la rédaction. Alors, moi, les heures d'écriture, les nuits d'écriture, j'en rêve 30 secondes, mon Dieu. Et le doctorat, ben, tout simplement pour dire, j'ai écrit 4 romans, et mon doctorat, le dernier, s'appelle Noir d'état, que j'ai publié en 2021. J'ai eu la chance de le faire publier, encore une fois, aux éditions Artaud, que je considère qu'il est un des grands éditeurs au Québec. Et ben, j'ai été finaliste pour le prix du gouverneur général du Canada. Et je trouvais ça très drôle que des journalistes d'Ottawa prononcent le mot causa piscale. Ils n'ont jamais été capables de le prononcer. Pourquoi je dis ça? Parce que mon livre se passe dans la vallée de la Matapédia et ces lieux-là sont nommés. Je trouvais ça drôle d'amener la Matapédia à Ottawa. Je termine. Très bien, merci. Merci Sébastien. Sabine, à ton tour. Je vais commencer par dire votre histoire. Ben, moi, je travaille au Conseil national de recherche du Canada. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quand même c'est l'organisation la plus grande là, du gouvernement fédéral. Puis le Conseil national, il est là depuis plus de 100 ans. Il y a plusieurs centres de recherche à travers le Canada. On parle de 12 centres de recherche. Moi, je suis dans le centre de recherche sur le développement des cultures et des organismes aquatiques. Alors, comment je me suis retrouvée là? Moi, je suis immigrante, je viens d'Haïti. Je suis rentrée au pays dans les années 90, donc ça donne une idée de mon âge. Et j'ai commencé par faire un baccalauréat à l'UQAM. Au bac à l'UQAM, j'ai rencontré un prof qui était quand même qui était à Environnement Canada. En lui jasant, il parlait de bioessais, puis à l'époque, bon, on commençait à parler d'écotoxicologie, c'était pas vraiment si à la mode que ça, mais on en parlait quand même. Donc, j'ai parlé avec lui, puis j'ai été faire un stage, je trouvais ça intéressant. À Environnement Canada, ils m'ont engagé par la suite. C'était bien, mais c'était des petits contrats parce que je suis retournée à l'école. Je ne veux pas faire beaucoup d'études, mais au moins, je veux enseigner. J'ai enseigné au secondaire. Il y avait à l'époque le certificat en enseignement au secondaire. C'est ce que j'ai fait. Puis, je suis retournée à enseigner au secondaire. Mais moi, ma passion, c'est plus la recherche. J'ai laissé faire les manipulations laboratoires. Puis, mon bac, c'est en biochimie. Puis, faisant le stage à Environnement Canada, j'avais appris les bioessais, puis j'aimais ça, faire les bioessais, les tests d'écotoxicologie, mettre les petits organismes, soit des algues, des plantes, avec des contaminants, ça me passionnait plus. Puis ça me passait dans la tête tout le temps. Puis un jour, j'ai reçu un appel de quelqu'un du Conseil national de recherche. Eux, ils avaient un laboratoire avec des chercheurs, puis des chimistes et des ingénieurs. Ils faisaient des études d'impact et ils voulaient justement intégrer des tests d'écotoxicologie. Donc, c'est comme ça que moi, je suis rentrée au Conseil national de recherche avec mon bac. En travaillant avec les chercheurs et les étudiants gradués, là, je me suis dit, peut-être que ça me prendrait quelque chose de plus. Là, j'ai été faire une maîtrise à l'Université Concordia, en biochimie aussi, mais ma thèse était vraiment au niveau des vers d'état. Donc, c'est avec ça qu'on commence. On pourra continuer par la suite parce que mon temps est Merci. Merci Sabine. Bertrand? Moi, je m'appelle Bertrand Genard, donc
Je suis belge d'origine, donc j'ai fait une partie de mon cycle d'études en Belgique, donc à l'Université catholique de Louvain. J'ai fait plusieurs maîtrises. J'étais vers la biologie moléculaire, la physiologie, la biochimie. Puis après ça, après ces maîtrises, j'étais quand même fatigué. Donc je me suis dit, pas sûr que je vais me lancer directement dans une carrière en recherche et ainsi de suite. Donc j'ai travaillé dans le privé pendant 2 ans et demi. Puis là, je me suis senti prêt de poursuivre mon parcours académique. Mais je m'étais dit, bon, je veux aller à l'étranger, je vais poursuivre. Puis c'est comme ça que je suis arrivé ici au Québec en 2005. Là, j'ai fait mon doctorat ici à l'UQAR, à l'ISMER, à l'Institut des sciences de la mer, donc en biologie marine, un gros axe en physiologie. Puis après ça a enchaîné 3 post-doctorats, je pense, quelque chose comme ça. Donc j'ai écrit beaucoup de papiers, fait beaucoup de rédaction, passé des nuits blanches. Puis après ça, moi c'est sûr que mon idée première était plus une poursuite au niveau académique, enseignement, professeur-chercheur. Puis après j'étais un peu tanné de parcourir, un peu d'aller partout. Je rencontrais ma blonde, j'ai eu des enfants. Puis j'ai rencontré des inspirants qui m'ont montré le côté industriel de la recherche et surtout de ma recherche. Et comme j'avais inventé des nouvelles technologies pendant mes post-doctorats, j'ai pu fonder une nouvelle compagnie qui s'appelle les Laboratoires Isobiochem, qui est fondée depuis 2016. Et donc, on est installé ici à Rimouski. On est hébergé à l'université ici du Québec à Rimouski. Depuis, on est 7 employés. L'entreprise est en croissance, ça se passe bien. Et on s'est vraiment spécialisé. Une partie, on a un gros laboratoire avec des services d'analyse. Et à côté, la valorisation de biomasse de microalgues, micro-organismes marins, d'eau douce. Puis on va chercher des molécules à valeur ajoutée pour différents secteurs, biomédical, pharmaceutique, jusqu'à nutraceutique et cosmétique. Donc voilà pour mon parcours. Et donc, je suis content d'être ici, content que vous soyez là. Merci Bertrand. Merci pour tous les partages. Comme vous voyez, c'est des parcours complètement variés, divers. Ça va être une conversation intéressante. Et pour débuter le panel en soi, la discussion, on va parler de quelque chose que Sébastien a mentionné, les mythes autour de la maîtrise du doctorat. Parce que année après année, il y en a de ces mythes qui persistent. Ils viennent d'il y a longtemps et ils persistent au sein de la communauté étudiante universitaire. Et j'aimerais entendre vos réflexions. Il n'y a pas d'ordre de parole, ça va être selon votre intérêt. Donc, vous me levez la main si vous avez quelque chose que vous voulez partager de façon intense. Et donc, j'aimerais entendre votre réflexion sur ces différents mythes. Par exemple, je vais vous les énoncer à l'instant, et qui touchent, 1, la carrière hors du milieu universitaire, 2, la valeur des compétences d'une personne diplômée des cycles supérieurs sur le marché du travail, il y en a beaucoup, et 3, la surspécialisation qui vient avec les intérêts de recherche ou la perception de cette surspécialisation. Le mot est déjà passé ici, Valérie, d'être généraliste. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut parler, spécialiste généraliste. Mais donc, question 1, pour démarrer la discussion. Est-il possible de s'épanouir professionnellement quand on s'écarte du milieu académique ou si on ne devient pas professeur? Vous avez déjà un peu donné des pistes avec votre introduction. Avec passion. Oui, avec passion. Mais en parler un petit peu plus, puis peut-être faire des liens avec ces mythes-là que j'ai mentionnés, selon votre expérience, selon peut-être des conversations, des échanges que vous avez pu avoir dans votre trajet, des gens qui vous ont dit, par exemple, vous êtes surqualifié, etc., etc. Sébastien. Je vais y aller, puis je vais diminuer un petit peu mon énergie. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'intensité. Il y a un mythe, parce que l'objet de recherche, qui est la littérature ou l'écriture comme telle, ou que ce soit n'importe quel milieu artistique, il y a toujours cette idée que puis-je écrire, si je reste en littérature, puis-je écrire un livre si je n'ai pas la formation pour écrire un livre. Donc, est-ce qu'un doctorat en littérature fait de nous les meilleurs écrivains et écrivaines? Ben, la réponse est oui et non. Parce que le doctorat, ce qui permet, justement, c'est de
aller chercher une culture générale immense d'abord et de développer des champs d'intérêt qu'on n'aurait pas soupçonné avoir. Si on y allait, par exemple, en mode autodidacte, puis on suit juste notre passion, ce qui est très bien, là. Mais il faut aussi se confronter à des choses qui sont plus rébarbatives. Si je peux donner un exemple. Il y a un spécialiste ici qui s'appelle Claude Lacharité, qui est un spécialiste de l'œuvre de Rabelais. Je veux dire, l'œuvre de Rabelais, ça peut être très difficile d'abord à aborder, mais on n'est pas obligé d'aborder l'œuvre de Rabelais aussi. Mais je pense qu'il faut savoir que ça existe, ne serait-ce que pour ne pas le lire, le comprendre et voir, parce que justement, la littérature, c'est ça aussi. On développe notre esthétique d'écrivain, d'écrivaine à partir de choses qu'on aime et de choses, évidemment, qu'on aime moins. Alors, ce que j'ai l'impression, on se fait souvent demander ça, parce que je fais beaucoup de salons du livre, évidemment, je donne des ateliers d'écriture. J'étais jusqu'à tout récemment dans le camp Félix Leclerc, et il y avait des gens plutôt amateurs, semi-professionnels. Là, ils nous posaient toujours la question, est-ce qu'on doit faire des études universitaires? C'est toujours ma réponse. Oui et non, d'une certaine façon, parce que ça, c'est un mythe. Là, je m'adresse aux gens plutôt qui vont faire des recherches, disons, dans tous les domaines esthétiques, si on veut, ou en philosophie esthétique. On se fait souvent poser cette question-là. Et je pense qu'une des réponses qu'on peut donner, c'est vraiment développer son esthétique. C'est important de l'appuyer sur une culture générale qui est importante, puis surtout les méthodes d'analyse que l'université donne. Je veux dire, on devient des lecteurs professionnels. Et qui dit écrivain, écrivaine, je reste toujours en littérature, c'est d'abord un écrivain, un lecteur passionné, puis qui essaie de comprendre l'émotion qu'il ressent lui-même à travers le texte qu'il a lu. Et là, je pourrais partir pendant 45 heures, mais vous voyez un peu, c'est un des mythes qu'on a. Là, c'est sûr que je donne un micro un peu avec quelque chose qui est très spécialisé, justement, parce que là, je parle de littérature, puis je vous laisserai peut-être de faire un autre mythe. Merci, Bertrand. Moi, je voudrais revenir sur le mythe de la surqualification, parce que je suis une personne bien positionnée pour ça, j'ai quand même beaucoup de champs d'expertise, mais surtout, j'ai aussi le chapeau de directeur de compagnie qui emploie des gens, qui cherchent des qualifications. Puis, pour moi, il n'y a pas de surqualification. Il y a surtout des problématiques, des besoins. Comment on peut répondre à ces besoins-là? Donc, si vous répondez à des besoins, vous n'êtes jamais surqualifié. Si vous avez d'autres expertises, d'autres habiletés ou à côté, c'est un plus aussi. C'est des choses qu'on va pouvoir exploiter, développer par la suite. Donc, il n'y a jamais rien de fini dans tout ça. Tout ça est en évolution. Tout ça, ça fait partie de l'expérience. Et le milieu de la recherche permet de développer des compétences, de développer des habiletés. C'est pas juste du technique, c'est pas juste de la connaissance. Il y a plein de compétences transversales qui existent. Puis ça, il faut en être conscient. Il n'y en aura jamais assez. Puis, je pense qu'on peut vraiment évoluer, grandir en tant que société quand on est capable de cultiver les compétences des gens et des qualifications qu'on a. Donc pour moi, la surqualification, c'était plus une conception qui disait « finalement, tu es tellement spécialisé que tu sais rien faire ». Et c'est absolument pas le cas. Déjà, il y aura toujours un gap entre ce qu'on a appris et ce qu'on va faire dans le milieu du travail. Il y a de l'apprentissage qui existe. Il y a un lien à faire, mais il n'y a jamais rien de coulé dans le béton. C'est surtout les mentalités, l'ouverture d'esprit, ces choses-là qui font qu'on a envie d'aller plus loin. Puis ça intéresse les employeurs ou que ce soit en tant que chercheur universitaire ou qu'on soit dans un milieu de recherche au niveau privé. On cherche aussi cette philosophie-là. Encore sur la surqualification, les personnes qui sont ici dans l'audience, qui nous regardent, qui un jour vont se faire probablement dire cette phrase-là ou dire qu'on est surqualifié. Comment est-ce qu'on se prépare à répondre à cette question? Est-ce que tu as entendu des bonnes réponses à ça? La bonne réponse, c'est dire vous êtes chanceux, je suis surqualifié.
Mais ça, c'est désarçonnant quand on la reçoit, cette phrase-là. Comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce que quelqu'un peut-être veut ajouter quelque chose? Je réponds peut-être pas vraiment à la question, mais ce que j'aimerais dire, c'est que on n'est pas surqualifié de nos jours. C'est un peu difficile parce que lorsqu'on met des postes, par exemple, moi au conseil, on fait affaire avec les chercheurs et souvent, quand on va mettre un poste, que ce soit un poste au niveau d'agent technique, il y a beaucoup de personnes qui appliquent et on va pas prendre quelqu'un parce que la personne a un doctorat. On fait pas ça. On regarde pas vraiment au niveau de la surqualification. Au contraire, si on a quelqu'un qui veut faire la job technique et qui a un doctorat, on va le prendre. Et dans le milieu de travail, si cette personne-là trouve des opportunités d'aller plus loin, elle va pouvoir le faire. Elle va pouvoir appliquer sur d'autres choses, sur d'autres postes qui correspondent peut-être plus à qu'est-ce qu'il aspire à faire. Mais avant de faire les études, il faut savoir, nous, qu'est-ce qu'on veut, où on veut se rendre, qu'est-ce qui nous intéresse. C'est plus ça qui est important, selon moi. Ouais, dans l'exercice de mon travail, j'ai pu côtoyer plein de personnes différentes, là, autant dans l'industrie que dans l'académique, que dans les comités d'éthique communautaires, ou bref, toutes sortes de personnes. Puis, j'ai jamais rencontré quelqu'un qu'on disait, exagère, comme trop qualifié, ça n'a pas de bon sens. C'est comme quelque chose qui, une fois qu'on passe l'étape, ça existe tout simplement pas. Fait que moi, je me suis fait dire beaucoup pendant mes études, là, attention, t'es surqualifié, là. Puis au final, quand j'ai débarqué dans le marché du travail, j'ai plus jamais entendu parler de ça, on était contents. Moi, je connais un anesthésiste, également ingénieur électrique, puis personne ne dit, voyons, ça existe tout simplement plus, je pense, dans le concret. Valérie? Ben oui, puis moi, je voulais réemprunter le mot de compétence transversale. C'est quand on est surqualifié. Quand quelqu'un nous invite à nous dire qu'on est surqualifié, moi, je leur dis toujours, on va exploiter les compétences transversales que tu considères surqualifiées. Parce que c'est là que tu vas aussi pouvoir démontrer tout le potentiel que tu as acquis dans tes études supérieures, que ce soit maîtrise ou doctorat. Moi, je vais y aller de façon très personnelle. Moi, quand je suis passée du côté du privé, parce que j'allais justement ajouter ça, je pense que ce mythe-là doit peut-être être un peu plus présent quand on est engagé au privé et qu'on n'est pas dans un gouvernement, dans un milieu universitaire ou autre. Et puis moi, on m'a dit, ouais, mais c'est un poste pour une maîtrise. J'ai dit, ouais, puis, tu sais, j'ai dit, commence par voir qu'est-ce que je peux t'amener. J'en ai une maîtrise. Fait que, je suis surqualifiée peut-être sur papier, mais très vite, ils se sont rendus compte que c'était un poste qui devait interagir avec d'autres chercheurs, donc avec d'autres PhD. Puis, ça a même pas pris 1 an qu'elle est revenue, ma directrice, en me disant, mais non, mais la dynamique a tellement changé depuis que c'est toi qui parles aux chercheurs. Là, j'ai dit, ah, c'est drôle, hein, c'est sûr que c'est parce que j'ai le même titre qu'eux. Fait que, tu sais, j'ai accepté une job à la maîtrise, mais on me l'a carrément dit en entrevue. J'ai dit, mais moi, je suis prête à faire l'essai, puis je suis prête à essayer, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, c'est clair maintenant, ne pas devenir professeur n'est pas un échec. Pas du tout. Sébastien. Ben justement, je vais rebondir sur l'idée d'échec professeur, n'est-ce pas? C'est pas ça que t'as dit, Valérie, bien sûr. Pas du tout. Ben non, bien sûr. Mais je vais être très bref aussi, c'est parce que au niveau de la surqualification aussi, parce que moi, je suis enseignant au collège de Rimouski, donc on est au niveau collégial. Évidemment, avec mon doctorat en littérature, je suis plus qualifié que ce qu'on demande normalement pour enseigner, parce qu'on enseigne des dissertations, bon, etc. Vous avez votre parcours derrière vous, vous vous en doutez bien. Par contre, ce que ça offre, c'est que ma surqualification, entre guillemets, me permet de poursuivre mes projets de recherche personnels, parce que l'enseignement collégial libère beaucoup d'espace intellectuel, parce que ce qu'on enseigne, c'est passablement toujours la même chose, surtout en formation générale, on enseigne la dissertation et tout. Fait que moi, ça me permet d'avoir beaucoup d'espace intellectuel pour poursuivre mes recherches d'écrivain. Donc, cette surqualification-là, elle est intéressante au collégial parce que ce que je viens de dire, mais aussi l'autre élément, c'est que les échelons salariaux au gouvernement, justement, sont reconnus. Donc, mon doctorat est reconnu, mes publications, j'ai 5 romans, sont reconnues aussi. Donc, on est donnant-donnant, en fait. L'employeur aime beaucoup ça parce que le Collège de Rimouski, on fait rayonner le Collège de Rimouski. Il y a Marie-Hélène Boyer qui publie des livres, qui a gagné des prix. Il y a Jean-Philippe Chabot, il y a moi qui est Chabot. Puis bon, il y a d'autres collègues aussi qui ont publié des livres.
Fait que voilà, fait que tout le monde, il trouve, tout le monde, il gagne, en fait. Très bien, merci. Merci Sébastien. La maîtresse du temps m'a dit qu'il faut passer à la prochaine question, mais il y a un lien. On a parlé de compétences transversales, on a parlé d'être en entreprise ou d'être chef d'entreprise et d'embaucher des gens. Et une des préoccupations qu'on peut avoir si on est assis là-bas, c'est quelles sont mes compétences transversales qui peuvent être intéressantes à un milieu entrepreneurial, par exemple, ou gouvernemental, comment je les identifie, et combien est-ce qu'elles valent, dans le fond, est-ce que les personnes, il y a des pistes qui ont été données déjà, mais qui ont une maîtrise ou un doctorat, est-ce qu'elles coûtent trop cher aux employeurs? Comment on fait pour naviguer ce passage au milieu du travail et sentir je suis payé ce que je sens que je vaux, ce que je sens que le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant vaut, mais aussi de ne pas être devant un employeur qui vous regarde dire vous allez me coûter trop cher. Comment est-ce que, peut-être en commençant par Bertrand, comment est-ce qu'on navigue ça et qu'est-ce que du côté de l'entrepreneuriat, par exemple, c'est quoi l'attente ou c'est quoi les observations que tu peux avoir, en sachant que tu es très proche de la recherche quand même. Ah oui, c'est sûr, la recherche est hyper présente pour la compagnie qu'on a fondée, mais il y a plusieurs aspects dans ce que tu dis. Déjà, il y a la vision de l'employeur, la vision du futur employeur, de la personne qui postule au niveau de la gestion des attentes, parce que je pense que c'est le gros nœud de la question sous-jacente, c'est que c'est vrai qu'on dit on a fait beaucoup d'études, on s'attend à aller chercher des emplois à la hauteur de l'énergie de ces fameuses pages que j'ai écrites tout le temps, puis du temps que j'ai passé. Moi, je pense que c'est quelque chose, il faut savoir prendre une certaine distance par rapport à ça. Parce que moi, je pense que ce qui doit être beaucoup plus valorisé par les compétences transversales, il faut toujours savoir offrir quelque chose, amener des éléments qui vont valoriser ce que je peux faire. Puis ça peut être des connaissances, évidemment. On a plein de connaissances techniques. Puis on parle des connaissances transversales. On apprend à être organisé, l'autonomie. Puis ça, c'est des choses que les employeurs cherchent beaucoup. Et c'est à vous de convaincre aussi l'employeur de dire, OK, peut-être que vous m'estimez, on a parlé de surqualification, mais que oui, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de cordes à mon arc, mais je vais être surtout une personne clé dans votre développement. Une personne qui va s'impliquer et puis qui n'a pas peur d'aller là, qui n'a pas peur de faire un pas en arrière, qui n'a pas peur d'apprendre encore des nouvelles affaires. Mais là, moi, ce que je vous amène, c'est la façon dont j'aborde les choses, ce que je peux faire, ce que je peux amener. Donc, on est vraiment dans une approche de future collaboration, de travail ensemble. Ça, c'est vraiment important pour un employeur. Parce que, moi, j'ai vu plusieurs CV dans ma vie. Il y a des choses, c'est hyper impressionnant. Des CV avec des milliers de références. Des milliers de références, j'ai pas eu ça, mais beaucoup de références, beaucoup de parcours, puis ainsi de suite. Puis, on passe les entrevues, puis on voit ça, on dit, ouais, mais finalement, ouais, c'est beau sur le papier, mais au niveau de l'interaction, de ce qui va vraiment se passer, dans ce que j'ai besoin, ou on voit dans les collaborations futures, ça va être des fois plus compliqué. Donc moi, c'est sûr que je parle pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui met quand même beaucoup en avant l'humain, le collaboratif. Je trouve que la recherche est un travail d'équipe. Donc c'est super important pour moi. Puis on peut avoir les meilleures qualifications du monde, si on reste tout seul dans son coin, ben, ça va être juste bon, entre guillemets. Donc, je sais pas si je réponds totalement à la question, mais je peux mettre des pistes parce que je pense pas qu'il y a de réponse définitive, carrée à tout ça. Il y a énormément de réponses à donner là. Mais une chose qui est vraiment importante, c'est surtout de se connaître soi-même. C'est vraiment super important. Mais quand je dis que se connaître soi-même, c'est savoir c'est quoi ce que je peux offrir, c'est quoi ma valeur, c'est quoi mes forces, puis comment je peux les mettre en avant. Puis c'est pas forcément juste parce que j'ai travaillé dans tel labo, j'ai fait autant d'années d'études, mais aussi, OK, moi j'ai des compétences, puis ça vaut quelque chose, puis ça, je peux mettre ça en avant. Mais c'est très, très bien. Puis je demanderais s'il y a d'autres panélistes qui pourraient peut-être amener le côté dans leur parcours, quelles compétences transversales lui ont fait une différence pour eux ou comment on les identifie, comment on leur donne le bon nom, parce que j'imagine aussi qu'une des choses qui se passe, c'est quelqu'un qui arrive et qui est pas capable d'avoir le langage de l'employeur et qui donc a peut-être plusieurs compétences qui seraient facilement transférables,
mais ne sait pas les nommer comme il faut. Est-ce que vous avez... Oui, Valérie. Dans le cadre de mon doctorat, moi, je devais aller interviewer. J'avais 30 fermes dans le Bas-Saint-Laurent, 30 fermes en Montérégie. Il fallait que j'aille devant un agriculteur, un entrepreneur, voler de son temps pour lui dire, j'ai besoin que tu me donnes les données de l'ensemble de ta ferme. Et puis là, je me disais, aïe, ça prend des compétences en communication. Puis de la communication pour essayer de faire un pitch qui va être bon, mais tu sais, l'intéresser à la recherche, il n'y a pas le temps dans sa vie. Et là, je me suis rendu compte à quel point cette compétence-là, je gagnais à la développer davantage. Cette compétence-là, oui, vous allez me dire, des compétences de communication, c'est un peu tout le monde en a besoin, mais comment on les identifie pour aller vers cette réponse-là? Je me dis, dans votre parcours, dans votre maîtrise ou votre doctorat, où est-ce que vous avez une zone d'inconfort? Parce que moi, je me sentais challengée d'aller devant ces 60 agriculteurs-là et puis de leur dire, hey, il faut vraiment que, tu sais, que je t'embarque dans mon projet, puis il faut que je te donne le goût d'embarquer dans mon projet de recherche. Puis je vais revenir dans 2 ans de donner des résultats. Tu sais, eux autres, ils veulent souvent un résultat très, très rapide. Mais tu sais, comment, 2 ans après, quand tu reprends le téléphone puis tu appelles ton monde, fait que cette compétence-là sur la communication, je l'ai identifiée par ce défi-là qui était devant moi dans le cadre de mon parcours doctoral. Donc, je l'ai vraiment identifié. C'est un exemple très concret, mais des compétences transversales, je pense qu'on est capable de se les identifier à partir même de nos défis et de nos opportunités qui sont dans notre propre parcours. Maud, elle est partie. Oui, vas-y. Ouais, si Valérie l'avait pas dit, j'aurais dit la communication aussi. Tu l'as très bien expliqué, mais je vais en dire un autre. Moi, je pense que actuellement, les capacités de gestion de changement, là, c'est vraiment quelque chose qui va être important, qui l'a été dans le passé, mais qui va l'être d'autant plus. Il y a le vieillissement de la population, la masse de travailleurs va évoluer. On a l'entrée de l'intelligence artificielle dans nos techniques de travail. C'est toutes des choses qui vont venir un peu aller bousculer les façons de travailler de certaines personnes. Fait que quand on rentre dans une entreprise, dans une organisation, il va y avoir des façons de faire, mais nécessairement avec la relève que j'ai devant moi, je suis convaincue que vous allez apporter des nouvelles façons de faire, mais ça, il faut savoir les intégrer puis pas aller brusquer nécessairement les gens qui ont travaillé comme ça depuis des années, puis ça fonctionnait. Donc, il y a comme tout l'aspect de comment amener doucement certaines évolutions, certaines façons de faire. Je pense que ça va être vraiment pertinent dans les prochaines années. Sabine? Ouais, moi, j'aurais juste un petit mot à dire, c'est au niveau de je pense que la curiosité qu'on a, puis essayer de travailler là-dessus, ça aide vraiment beaucoup. Puis moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé au début quand j'ai décidé vraiment d'aller faire des études de plus. C'est parce que je voulais aller un peu plus en profondeur. J'avais cette curiosité-là, le désir de comprendre mieux qu'est-ce que je faisais, comment les appliquer mieux. Sébastien, tu as parlé souvent de dissertation, d'être structuré dans comment on présente une idée particulière. Comment, dans ton expérience peut-être, mais aussi dans ton interaction avec tes étudiants dans les projets, comment est-ce qu'on se présente de façon structurée, une façon, disons, différente de se présenter à des collègues qui sont dans le même domaine de recherche? J'essaie de te tirer avec dissertation. On va voir si ça colle avec toi. Mais je trouve intéressant, c'est que mes collègues, mais en même temps, je vais faire un petit pas de côté, si tu permets, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, parce que les compétences que vous avez développées, c'est des compétences qui viennent un peu beaucoup, n'est-ce pas, du domaine de la littérature. On parle de communication aussi, c'est revenu à 2 reprises. Et c'est le petit pas de côté que je veux faire, il va comme suit, c'est que ce qui est passionnant dans la vie de chercheur et d'universitaire, c'est de rencontrer des gens qui sont dans des domaines complètement différents des nôtres et de voir à quel point il y a des points de convergence, il y a j'aurais tendance à dire même une philosophie d'aborder le monde. Là, je vais tomber un petit peu coach de vie, mais il y a vraiment quelque chose de la communauté et nos expériences, justement les compétences transversales, font que, je vais chercher, oui, si tu fais ça dans ta recherche, puis ça s'applique presque à l'écriture d'un roman. Vous comprenez que l'étude des crevettes, je veux pas, l'étude des crevettes et l'écriture d'un roman, mais je suis certain que si on jase un peu, on va finir par trouver un lien quelque part. Et c'est passionnant, ça. Ça, c'est passionnant, puis c'est vraiment la chance que nous donne l'université. Puis pour répondre très rapidement, parce que je veux pas monopoliser, mais
Le côté, justement, que j'ai développé, c'est le côté rigoureux qu'on a souvent, puis le côté méthode scientifique qu'on a beaucoup dans vos domaines respectifs. En littérature, il faut calmer l'intuition, il faut calmer la passion et l'espèce de l'encadrer avec une démarche scientifique. Fait encore une fois, c'est la beauté de fréquenter des gens qui font des doctorats dans d'autres domaines. Le lien est vraiment bon et je trouve surtout parce que, en tout cas, mon expérience avec le doctorat, c'est on était très accrochés aux données. Et quand on va faire du travail interdisciplinaire, comme différents de vous ont mentionné, ou sortir du domaine académique, mais là, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on mette en récit de façon différente tout ce qu'on a fait au labo avec nos pipettes, passe la personne devant nous. Donc, le lien est très bon et merci énormément. On va passer à la prochaine section. Mais merci, parce que je trouve que c'est important de parler et d'essayer de défaire les mythes et de faire les gens comprendre que il y a un chemin à suivre, il faut juste être un peu créatif littéraire des fois. Mais donc la prochaine section serait le deuxième thème, et pour essayer de se donner des nouveaux modèles pour l'après-carrière académique, l'après-maîtrise, l'après-doctorat. Et la première question serait comment est-ce que vous êtes arrivé à votre poste actuel? Donc, encore une fois, on revient à la narrative. C'est quoi peut-être des conversations clés? Parce que j'ai entendu parler beaucoup de réseautage. Monsieur Maltais en a parlé. Réseautage, compétences transversales, communauté, interdisciplinarité. Et j'ai l'impression que dans tout ça, il y a de l'humain, il y a des conversations, il y a des échanges. C'est pas juste être devant l'écran, voir le poste que j'aime, postuler et attendre. Donc, est-ce que vous avez des petites histoires, des moments dans votre narrative de carrière qui seraient intéressants à partager pour inspirer ou surprendre les personnes qui sont ici aujourd'hui? Oui, vas-y. Ouais. Il n'y a pas d'ordre. Oui, donc moi, j'ai commencé en tant que coordonnatrice d'émission scientifique. Un peu comme j'ai dit dans ma présentation, la façon que c'est arrivé, c'est que j'étais sur le bateau, là, je voyais toutes les différentes personnes qui travaillent, t'as l'équipage navigant, t'as l'équipage scientifique. Au sein de l'équipage scientifique, moi, c'est ça, c'est bon, c'était mes amis, c'était les gens avec qui je travaillais. Puis, il y avait des nouvelles personnes. Puis, il y avait à l'époque un coordonnateur de mission. Oui, ce job-là existe, j'y croyais pas. Puis, c'est la force du réseau de contact, c'est les gens que tu connais. C'est rare je pense pas que j'aurais pu appliquer sur la job de coordination de mission scientifique. First, ça n'existe pas au Québec, à part moi, je pense, honnêtement. Là, c'est assez spécifique, je pense. Il y a sûrement des équivalents là, pour d'autres domaines, là, mais pour ça en particulier, j'étais comme tout seul. Fait que moi, ma technique, ça a été d'aller voir la personne qui était à ce poste-là à ce moment-là. Puis j'ai dit, hey, montre-moi donc ta job, ça a l'air le fun. Puis à un moment donné, il est parti. Fait que je suis arrivée, puis j'étais déjà prête. Ça a été un peu ma technique. Je pense qu'il faut un peu oser. Ça marche pas à tout, mais ça fonctionne. Oui, et tu partages un point aussi important, c'est que souvent avec les profils avec lesquels on vient sur le marché du travail, souvent l'emploi qu'on va avoir n'existe pas ou la personne n'a pas, en tout cas parce que le candidat n'est pas là, il n'est pas comblé et donc le potentiel de rien trouver que vous trouvez aligné dans vos recherches, il existe, mais c'est peut-être parce que, comme je disais, ça n'existe pas encore et c'est par les conversations, en relation, en aidant, en participant que ces choses-là arrivent. Merci, c'est vraiment une des choses qui se passe beaucoup, c'est à la fin, on reçoit notre diplôme et si notre réseau est pas très développé, on n'a pas fait cette réflexion, on n'a pas identifié nos compétences transversales, on est dans une espèce de limbe où on peut être juste anxieux, dans le doute, etc. Donc, c'est quoi des éléments de réflexion peut-être pour des personnes qui sont dans ce moment d'inconnu? Moi, ce que je dirais, c'est que un peu dans mon parcours, ce que j'avais vu au début, c'est surtout on fait la maîtrise, on fait le doctorat, on a des stages, on a des rencontres avec des chercheurs. Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps, tu sais, de communiquer avec ces gens-là. On s'intéresse à leur recherche, donc on essaie à ce moment-là de faire un certain contact. Puis dans mon cas, c'était vraiment ce premier contact-là qui m'a permis de rentrer dans le milieu de l'écotoxicologie, où je travaille maintenant depuis plus de 30 ans. Puis aussi, quand on travaille aussi,
toutes les compétences qu'on parlait de communication, de collaboration, les personnes autour de nous sont là et ils nous voient travailler et ils voient, moi, dans mon cas, j'ai été quand même, je pense, très chanceuse de me faire offrir un poste, alors que j'avais pas vraiment appliqué pour le poste, mais je me suis fait offrir le poste parce que ils trouvaient que j'avais certaines compétences de communication puis que je m'entendais bien avec les collègues. Au niveau du travail collaboratif se faisait bien. Puis lorsqu'il y a eu un groupe d'agents techniques à superviser, bon, ils m'ont demandé à moi et j'ai accepté. Valérie? Oui, mais j'avais envie de dire, je pense, une façon aussi, c'est saisir les opportunités. Vous en avez une belle présentement d'être à Rimouski. Vous avez arrêté votre science, votre rédaction. Vous avez pris un temps, puis là, vous êtes captif parce que vous êtes à Rimouski. Mais tu sais, c'est saisir ces opportunités-là d'aller jaser avec des gens, d'autres homologues dans d'autres sciences sociales mêlées aux sciences en génie, pour venir élargir ce réseau-là. Le réseau, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va servir, puis à quelle porte tu vas cogner, puis un jour, tu vas te rappeler être allé en congrès avec une personne qui travaille pas avec toi. Tu sais, moi, je suis partie des sciences agronomiques. J'ai des amis qui sont, en littérature. J'ai des amis en biologie. Tu sais, je pense que c'est saisir ces opportunités-là quand on est aux études, à la maîtrise, au doctorat. Je vous donne un exemple très concret. Quand j'étais coordonnatrice du transfert et de la gestion de la recherche pour l'entreprise privée pour qui je travaillais, on a engagé une stagiaire qui était au doctorat en faculté de médecine vétérinaire. N'oubliez pas, je travaillais avec les vaches. Puis, elle était dans un programme, le programme foncé du CRSNG, juste sur les compétences transversales. Quand elle est arrivée, puis j'ai dit, ouais, tu vas m'aider à faire du contenu pour mon calendrier LinkedIn. Puis tu vas venir m'aider à vulgariser des articles scientifiques parce que pour un producteur agricole, il faut vraiment acheter ça fin pour que ça soit facile à comprendre. Là, elle est revenue après son 6 mois, puis elle m'a dit, j'ai jamais pensé à prendre autant, mais c'est vraiment de saisir ces opportunités-là. Évidemment, ça venait avec une bourse, mais aller saisir ces opportunités-là de sortir du labo, de sortir de votre bureau, de votre rédaction. Des fois, c'est des gains. On trouve qu'on perd notre temps parce que ça avance pas. Mais mon Dieu, qu'on revient puis qu'on est tellement plus productif. Le facteur humain, le facteur réseautage est très, très important. J'en suis convaincu. Je pense que vous avez donné plein d'exemples. Et en plus, vous avez montré comment il y a un côté, je vais essayer de traduire de l'anglais, mais c'est le marché caché de l'emploi. Il y a des emplois pleins, même plus que ceux qui sont sur LinkedIn, etc., mais que les gens vont être amenés à cet emploi par quelqu'un qui les voit se développer peut-être dans une association, peut-être dans un bénévolat ou etc., ou un contexte différent, et qui vont être invités à aller dans ces emplois. Donc, merci pour ça. Je vais faire de la publicité en même temps pour le Salon du livre de Rimouski qui commence dans 2 semaines. Et pour les étudiants et étudiantes en littérature, évidemment, c'est un endroit merveilleux pour rencontrer de futurs éditeurs, de futures éditrices. Alors, ça vaut vraiment la peine de fréquenter les salons du livre. Il y a évidemment celui de Montréal qui est le plus gros salon francophone en Amérique. Alors, je ne saurais trop inviter les gens qui sont en recherche-création littéraire. C'est vraiment important d'aller rencontrer les gens. Pour du réseautage. Oui, et c'est ça. Là, on est captif. Il y a pas de choix. On a le choix de rester tout seul, mais je pense qu'il faut vraiment pas. Il faut vraiment profiter. Mais là, c'est le moment de profiter du fait qu'on est ici, qu'il y a des micros, qu'il y a ces belles personnes avec ces parcours tellement différents, ces vécus tellement différents devant vous pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas de vous diriger à un micro ou l'autre. Bonjour, mon nom est Patrick Kachala, je travaille pour le CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Ma question, c'est beaucoup par rapport au rôle des universités dans la préparation des étudiantes et étudiants, des chercheuses et chercheurs postdoctoraux dans les devenirs, dans l'octroi ou dans la transition vers des carrières qui ne sont pas seulement dans les milieux académiques. Alors, je voudrais que vous puissiez nous parler un peu de vos expériences personnelles par rapport à ces genres de préparation-là. Est-ce que vous avez eu des directeurs de thèse qui vous ont parlé de ça, que vous pouvez ne pas toujours travailler à l'université? Et comment est-ce qu'ils faisaient pour vous amener, vous préparer à cette sortie-là
par exemple, pour aller travailler dans les milieux, dans les business ou en dehors du milieu académique? Comment est-ce que ça s'est passé dans vos expériences? J'aimerais un peu vous écouter par rapport à ça, parce qu'on a parlé des compétences transversales, mais c'est pas seulement, ça vient pas seulement de soi-même, de la passion qu'on a. Ça vient aussi ça vient aussi du milieu de la formation qu'on a eu, qui vous prépare aussi pour être ouvert à ce genre de devenir comme un professionnel. C'est ça ma question. Maud? En fait, moi, dans mon parcours, puis je pense que j'ai un parcours qui est assez classique, là, dans le sens que je sais pas si vous allez vous connaître, mais tu sais, on va pas vraiment présenter comme un cours pour telle compétence transversale et telle chose. Donc, c'est des trucs qu'il faut aller chercher par soi-même. Puis, ils seront pas nécessairement proposés à vous directement par votre directeur ou directrice de thèse, par exemple, mais c'est important d'aller s'intéresser aux autres organisations qui gravitent autour de vous. Vous avez des réseaux, il y a des regroupements stratégiques dont vous faites partie. Souvent, aux études, on n'est même pas au courant de ça. C'est les grands financeurs de nos projets, puis c'est un logo sur nos posters. On est super contents, c'est cool. Mais éventuellement, ils proposent des choses, ces gens-là. Puis ça peut être des formations, des écoles d'été sur un sujet en particulier. Là, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez vous spécialiser dans un domaine. Bref, c'est important d'aller voir justement dans ce réseau-là qu'est-ce qui s'offre à moi, parce que c'est pas très long, là, un coup qu'on se met le pied dans l'engrenage, puis on dit, ah, OK, ce regroupement-là, il correspond à mes attentes parce que je veux apprendre. Puis là, ils vont avoir plein d'offres pour vous. Fait que je pense que c'est un bon moyen d'aller chercher des compétences. Et cette tâche-là, elle ne revient pas juste aux directeurs, directrices de thèse de maîtrise. Tu sais, je pense qu'un directeur de maîtrise est là pour nous encadrer, est là, tu sais, pour nous amener à réfléchir, puis nous amener ailleurs. Puis je pense que l'idée, c'est tout le monde. Je suis pas chercheur universitaire, mais moi, j'avais l'impression que ma directrice, elle voulait juste qu'on soit tous le mieux placés après, tu sais, tous nos parcours différents, puis selon nos capacités, puis selon nos ambitions respectives aussi. Je pense que c'est un devoir, tu sais, de communication de ces directeurs-là, de nos directeurs de thèse et de maîtrise, de venir bien nous informer. Mais il y en a une grande partie qui revient aux étudiants de se dire, hey, puis de se la poser cette question-là. Moi, c'est quel type d'impact que j'ai le goût d'avoir dans ma vie, puis est-ce que c'est l'impact de devenir chercheur qui va plus me nourrir moi, ou non, j'ai envie de faire de la vulgarisation parce que expliquer aux gens, ben, tu sais, toutes les carrières sont bonnes puis s'équivalent. Je pense que c'est vraiment une question de bien se connaître soi-même sur où tu veux atterrir finalement. Et ça me fait penser aussi que c'est ça, et ça a été déjà un peu mentionné par Maud, de s'impliquer dans des regroupements étudiants comme le comité intersectoriel étudiant du FRQ, par exemple. C'est le potentiel juste de réseautage entre étudiants à différents niveaux, mais après aussi de réseautage avec d'autres parties du tissu socio-économique est énorme. Et donc, juste lever sa tête un petit peu de ces papiers ou de ces tubes à essai et voir où est-ce que je peux m'impliquer, où est-ce que je peux offrir quelque chose. Et des fois, souvent, quand on offre, il y a quelque chose qui nous revient. Une autre question. Bonjour, merci pour ce panel, c'était vraiment très pertinent. Moi, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Je crois que c'est monsieur en littérature qui a parlé que vous aviez fait votre bac, votre maîtrise, votre doc à la même endroit, en fait, à l'UQAR. Puis moi, je sais pas si c'est un mythe, en fait, mais moi, c'est comme, en ce moment, je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières. J'ai fait mon bac à l'UQAR. Je suis retournée à l'étude après avoir fait mon DEC plusieurs années. J'adore l'UQAR. Je suis en amour avec cette institution-là pour l'humanité puis toutes les valeurs qui se dégagent. Puis là, on me dit, quand tu vas être rendu au DOC, parce que je pense probablement aller au DOC, là, je vais me concentrer sur ma maîtrise, mais quand même, je me demande, moi, j'aimerais ça poursuivre dans cette université-là parce que j'aime ce que ça m'amène. Puis, en fait, c'est le fait d'avoir fait mon bac à l'UQAR qui m'a amené la passion, puis surtout que les professeurs ont vu le potentiel en moi que moi, je voyais même pas. Mais si j'aurais été dans une autre institution, probablement que ça serait jamais arrivé. Donc, bref, je vais résumer. Ma pensée en arborescence s'étale, mais c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai qu'il faut aller ailleurs, que dans le fond, dans notre parcours, on a besoin de changer d'université, ou c'est correct de rester au même endroit parce qu'on est bien, puis bref, j'aimerais vous entendre sur ça. Bertrand. Ouais, en fait, moi, je suis quand même bien placé pour répondre à cette question-là, puisque j'ai bougé. Donc, déjà, la réponse est, moi, je pense pas que ce soit un problème.
Je trouve que c'est important de choisir là où on est bien. Puis toujours dans la volonté de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on veut aller chercher. Mais il faut pas se le cacher non plus dans les carrières académiques. Le fait d'avoir été dans différents laboratoires, d'avoir côtoyé d'autres pays, ainsi de suite, c'est clairement des choses que quand on engage pour des postes de chercheurs, c'est des choses que les gens regardent. Je veux dire, c'est pas se voiler la face. Mais ça dépend ce que tu veux faire dans la vie. Moi, on me l'a beaucoup demandé. Moi, j'ai eu la chance, j'étais en Belgique avant, j'ai été ici à l'UQAM, j'ai fait une postdoc à l'UQAM aussi. Puis moi, à un moment donné, c'était trop pour moi de bouger tout le temps comme ça, surtout quand on commence à avoir une vie de famille et ainsi de suite. Moi, ma blonde était d'ici, quand on était petit, j'avais bougé. On avait proposé des choses pour aller aux États-Unis, des choses comme ça. Puis je me suis dit, ouais, là, j'arrête. Donc, je peux comprendre à 100% le fait de dire je suis bien dans mon milieu. Puis j'ai pris des décisions en conséquence. Je me suis dit, OK, je vais aller là-dedans. Mais oui, c'est une réalité. Est-ce que c'est discriminant et que ça va t'empêcher de faire des choses? Pas toujours, mais ça peut l'être. OK? C'est très juste, là. Je remets pas ça en question, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, surtout dans le Bas-Saint-Laurent, parce que quand j'ai fait, tu vois, moi, ce parcours-là, le bac maîtrise, doctorat ici, il y avait un certain, c'est l'impression que j'avais, OK? Comprenez-moi bien, c'est vraiment, je vais parler pour moi. J'ai l'impression qu'il y avait un certain complexe, qu'il fallait aller voir ailleurs, qu'il fallait, bon, etc., etc. Et là, j'ai l'impression que Rimouski est une ville qui est en plein dynamisme, là, comme tu le vois. Et l'UQAR, c'est important qu'elle retienne ses chercheurs. Et ça n'invalide pas, évidemment, ce que mon collègue vient de dire. Et je pense qu'il faut prendre ce risque-là. Puis comme Bertrand l'a si bien signalé, en fait, c'est un choix. C'est un choix. Il y a une conséquence, assurément. Mais moi, je pense que c'est vraiment important. Puis la communauté de l'UQAR, on fait un choix, on va peut-être avoir une petite perte, mais le gain, c'est le confort qu'on aime de cette université-là. C'est la fierté, puis je le dis, puis j'ai un frisson dans le cou en le disant, c'est la fierté de développer notre région avec nos compétences, nos surcompétences, pour reprendre un peu ce qui a été dit au début. Et c'est ce sentiment d'implication. Puis quand je vais quelque part, je traîne mon Bas-Saint-Laurent avec moi, toujours. Parce qu'il m'arrive de faire des conférences un peu partout au Québec. Puis je reviens toujours au Bas-Saint-Laurent. Fait que moi, je t'invite évidemment à rester ici. Juste une petite précision, je suis à Lévis, mais il y a quand même une part de moi qui est vraiment attachée au bas du fleuve, puis on dirait que ça se transporte même jusqu'à Lévis, là. Fait que, mais merci vraiment pour vos réponses. Ça répond beaucoup à ma question, puis ça me rassure. Je vais passer la question ici à droite. Bonjour, moi, ma question touche peut-être plus les sciences humaines. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de panélistes pour représenter, mais peut-être ça va rejoindre une de vos réalités. Nous, dans notre domaine, c'est assez commun que si tu ne deviens pas prof d'université ou prof de cégep, tu travailles au communautaire. Ça, c'est souvent des métiers un peu moins payés. Est-ce que vous avez des conseils pour aller au-delà de ça? Parce que moi, dans ma chaire, le 3/4 des personnes qui ont gradué l'année dernière travaillent au communautaire, donc c'est ma question. T'es dans quel domaine? Je suis en études migratoires. Je veux pas vous monopoliser, mais c'est parce que c'est passionnant. La possibilité, justement, avec ce travail-là, vous savez, il y a une maison d'édition, Luxe Éditeur, qui s'intéresse énormément au milieu communautaire. Donc, moi, je pense qu'une voie de sortie, puis qui est loin d'être une voie de garage, c'est vraiment d'écrire, de faire des conférences et surtout, ça ouvre vers une carrière médiatique. On a besoin d'entendre ces voix-là. On a besoin de cette communication-là, de ce propos-là. Et je pourrais partir longtemps, mais j'insiste, je veux vraiment laisser la parole à mes collègues. Vas-y, Bertrand. Je vais faire une petite remarque. C'était comme 2 étudiants qui sont passés, là, puis ça parle d'angoisse un petit peu. Je suis pas sûr est-ce que mes choix sont bons. Donc, moi, je vous inviterais à pas avoir peur, déjà. Je trouve que c'est un peu dans l'air du temps. J'enseigne aussi ici à l'université. Je vois avec les étudiants, il y a toujours de plus en plus d'angoisse ou d'anxiété sur certains aspects. Et sans faire le vieux, je veux dire, faites-vous confiance. Puis, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de passion, de curiosité,
connaissances transversales, de compétences. Vous avez plein de choses en vous. Et puis ça peut mener n'importe où. Après ça, il y a des choses, on aime beaucoup les voies tracées en disant, je fais ça, je vais devenir ça. Ben, c'est vous qui allez décider si vous voulez devenir ça ou autre chose. Puis, le fait de faire des essais, peut-être que vous allez faire des erreurs. C'est sans doute la meilleure chose qui va vous arriver dans la vie. Parce qu'on apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos réussites. Puis moi, j'encourage ça. Je dis ça à mes enfants. Ils sont super contents que je leur dise qu'ils peuvent se planter. Là. Mais c'est important. Ben, du moins, si vous apprenez de ça. Il y a pas de voie royale. Il n'y a pas de... Laissez-vous quand même, gardez-vous en tête qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et pour ça, écoutez-vous, puis connaissez-vous, puis soyez passionnés, puis n'hésitez pas. Il n'y a rien de dramatique dans la vie. Enfin, il y a des choses dramatiques, mais quand on prend ce genre de choix-là, il n'y a pas de drame qui peut vous arriver. J'aurais une question pour essayer voir si je suis capable d'ajouter une petite affaire, Sabine, autour de toi. Est-ce que tout le monde a un profil spécifique ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent de domaines très différents? Parce que c'est ça, je sens cette croyance qu'il y a un chemin et après, il y a rien autour. Certainement pas. Les gens n'ont pas tous le même profil, ça c'est certain. Puis, c'est vraiment du cas par cas. Puis, souvent, on va avoir l'impression que, bon, on fait quelque chose, puis on est dans le domaine. Puis des fois, quand tu es dans le même profil tout le temps, ben, tu es tellement immergé dedans que tu te rends même pas compte des belles compétences que tu as développées dedans. Puis quelqu'un d'autre peut le voir, quelqu'un d'autre va le voir quand tu agis dans tes façons que tu vas collaborer avec d'autres personnes dans certains projets. Donc, non, moi, je dirais pas que vraiment seul le profil linéaire, c'est pas nécessairement ça qui va t'emmener à la place où tu veux. C'est plutôt vraiment tes compétences personnelles qui vont t'aider là-dessus. Merci, Valérie. J'ai envie de t'inviter aussi à dire, quand on est encore aux études, très focus sur notre sujet d'études, qui est un peu notre bébé, on le porte, mais moi, quand j'ai décidé de faire le saut puis de dire, ben non, je vais sortir du monde agricole. Mais dans ma tête, c'était juste ça que je savais faire. Oui, analyser des projets de recherche, mais agricoles. Aujourd'hui, on peut valoriser des innovations sociales, puis j'ai un parcours hyper scientifique, technique. J'ai fait de la biologie, de la chimie, de la physique, puis aujourd'hui, on est capable d'avoir ce dialogue-là en innovation sociale. Mais si tu m'avais dit un jour, tu vas faire autre chose, puis tu vas parler avec des chercheurs en littérature, avec des chercheurs en humanité, j'aurais fait, comment, moi, eux, Donc, c'est vraiment, faut pas penser, notre sujet d'étude, c'est toujours celui qui va nous porter, qui va être tatoué sur notre cœur, les études migratoires dans ton cas, mais peut-être que ça peut te mener à plein d'autres chemins. Vraiment. Mais oui, vraiment. Monsieur? Bonjour, je m'appelle Mohamed Sirajidine. Je suis élève au doctorat à l'université de Sherbrooke. En fait, j'aurais une question puisque je suis un étudiant qui vient de l'international et j'ai un parcours purement académique. Et quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai toujours l'impression comme si tout ce que j'ai pu étudier n'a pas vraiment servi grand-chose et que je dois vraiment partir de zéro pour faire valoir ma valeur, comme on dit, sur le marché du travail. C'est-à-dire à l'université, dans la recherche, ça vaut la peine, ce que j'ai pu étudier, puisque je n'ai pas fait autre chose que d'étudier à l'université. Mais quand ici, je postulais pour entrer dans le marché du travail sur le terrain, j'ai comme l'impression que il me fallait faire autre chose que ça. Donc, ce que je veux dire, quand on est un étudiant étranger, qu'on a un parcours purement à l'international et qu'on vient ici, qu'on n'a pas eu les compétences canadiennes, comme on dit, et qu'on n'a pas travaillé sur le marché canadien ou qu'on n'a pas forcément travaillé sur un autre marché, mais qu'on a juste étudié des textes, qu'on a fait de la littérature, quand vous avez beaucoup insisté, professeur, j'ai comme l'impression que les compétences qu'on a eues, qu'elles soient transversales ou purement de votre domaine,
ne suffisent pas. Et j'ai comme aussi l'impression que même si tu as du réseautage ici sur place, mais ça ne te suffit pas si on ne voit pas dans ton CV, dans ton parcours, des expériences qui datent des années et des années. Donc, comment on peut faire mettre en avant nos compétences purement académiques sur le marché du travail concret? Voilà, c'est ma question. Je ne sais pas si je me suis fait très bien comprendre. Merci. Malheureusement, il nous reste 1 minute. Après, les panélistes seront là pour si vous voulez venir leur poser vos questions. Désolé. Mais donc, cette question et ça, je l'entends souvent, cette impression que ce que j'ai fait toutes ces années, c'est frites dans mes mains, ça vaut plus rien. Comment est-ce qu'on répond à ça? Et comment est-ce qu'on démonte ça? Une excellente question. Alors, je vais lancer une bière autour du cocktail. Une bière, on prend une bière. Je vais lancer une de mes réflexions en lien avec ça. C'est comme point de départ peut-être pour terminer ce panel. Il faut parler avec plus de monde. Il faut parler avec plus de monde et rester et donc élargir un peu comme on disait avec la personne des sciences sociales ici. Merci. Donc, est-ce que c'est plus de conversation? Est-ce que c'est un point de départ, Bertrand? Parler avec les gens, puis voir comment ils perçoivent aussi ce que tu as comme compétence. Parce qu'on a souvent une façon de se décrire qui peut être très technique. Ah, je sais faire ça, j'ai fait ça. Ou on a l'impression des fois que les gens ne voient pas la vraie valeur finalement de ce qu'on a comme compétence. Puis ça, c'est beaucoup d'interactions avec les gens qui vont me dire, ah ben là, mais tu sais, tu pourrais peut-être plus insister sur cet élément-là, cette compétence-là que j'ai développée. Parce que des fois, ça se résume, apprendre à résumer, apprendre à montrer ça. Et c'est quelque chose qui est pas évident à faire, clairement. Encore moins dans un contexte où on sort d'un cadre, comme tu viens d'expliquer dans ton cas. Donc, ça vaut la peine plutôt que d'arriver toujours à dire, mais pourquoi ça vaut pas de valeur? Pourquoi ça vaut pas de valeur? Disait, mais aidez-moi à trouver la valeur dans ce que j'ai. Puis il y a plein de gens qui vont pouvoir t'aider là-dessus, à discuter de ça, puis à voir ça. Puis après ça, les opportunités, les choses qui vont arriver, ben, des fois, ça prend plusieurs échecs, comme j'ai dit tantôt, avant d'arriver à une opportunité. Puis une opportunité en amène une autre. Puis c'est un peu la réalité du marché du travail aussi. On a rarement l'opportunité d'avoir tout de suite quelque chose. Ça prend des essais-erreurs, puis ça fait partie d'une certaine réalité aussi. Oui. C'est quand je t'ai entendu parler de ton parcours, moi, ce qui m'a résonné, c'est, t'avais l'air, corrige-moi si je me trompe, mais t'avais l'air de quelqu'un de patient, résilient dans le temps, quelqu'un de minutieux dans son travail. Ça, c'est toutes des qualités qui sont à aller chercher dans le travail que tu as déjà accompli. Est-ce qu'il faut le regarder d'une autre façon, ce que tu as déjà accompli? Oui, mais c'est clairement pas acheté. Toute de réflexion. Oui, vous avez sans doute raison, mais c'est comme si on n'a pas les moyens pour prouver ces compétences-là. C'est ça ce que j'essaie de dire. C'est comme si quand on arrive et qu'on n'a pas exercé ici ou ailleurs, mais qu'on n'a pas vraiment exercé sur le marché du travail, on nous fait pas forcément confiance. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, comment nous faire valoir, tout simplement, au-delà du dire, au-delà de montrer notre CV ou ce qu'on a fait comme parcours, comment convaincre, voilà le mot peut-être. Comment convaincre qu'on a réellement ces compétences-là alors qu'on n'a pas encore nous donné la chance et que ceux qui devraient nous donner la chance ne nous l'ont pas donné et on dirait qu'ils hésitent de nous la donner. Comment nous, on pourrait nous imposer autrement au-delà du réseautage? Merci de partager ces doutes et ces questionnements. Je les ai vécus, je parle avec des gens qui les ont vécus. On va essayer de maintenir l'horaire. On va en parler après. On va en parler parce qu'il y a des réponses à donner, sûrement par des exemples. Mais par exemple, après, je pense que là, c'est le moment de passer au point suivant, mais on va pas oublier d'en parler après. Parce que là, il faut conclure. Et pour conclure, peut-être que dans les conclusions, il y aura quelque chose qui pourra aider parce que je vais demander à chaque panéliste, cette fois-ci à nouveau par ordre, mais comme ça, avec Bertrand en premier, en 30 secondes, retourner en arrière et penser qu'est-ce que vous voudriez dire à l'étudiant ou étudiante que vous étiez quand vous étiez aux études graduées. Ah, qu'est-ce que je me dirais? Ouais, je me dirais je change rien déjà. Je suis assez content de ce que j'ai accompli dans la vie. En tout cas, je suis très heureux comme personne. Puis, évidemment, il y a des défis, il y a tout, mais je me dirais change pas. Mais surtout, change pas la curiosité,
la passion, le fait d'aller vers les autres, continuer à aller prendre des bières au bar, voir du monde. Puis vraiment cette confiance, c'est pas facile la confiance en soi. Pour revenir un peu à ce que tu disais, c'est le fait d'aller dans des voies, peut-être des sentiers, des choses qu'on n'avait pas imaginées avant, pour aller essayer d'autres choses. Moi, je suis quelqu'un qui a essayé plein de choses, j'ai eu plein d'emplois différents. J'avais beau avoir 2 maîtrises en sciences, puis j'ai travaillé dans le milieu de la finance, j'ai servi comme serveur de fruits et légumes dans les marchés bio à Bruxelles, j'ai travaillé dans l'aménagement de jardin. J'ai vraiment eu un parcours complètement éclaté sur plein d'affaires, mais ça m'a toujours apporté quelque chose. Puis ça m'a surtout montré que je voulais pas avoir peur des choix que je faisais dans la vie. J'ai assumé. Il y a des choses qui sont peut-être moins faciles que d'autres, mais au moins je me suis fait confiance. Puis ça, c'est vraiment important. Bon, ben moi dans mon parcours, ce que je pourrais dire maintenant aux étudiants, c'est que vous êtes dans la meilleure partie de votre vie. Parce que les années d'études, surtout les études supérieures à la maîtrise, là, c'est vraiment bien parce que tu vas regarder un sujet qui te passionne, tu vas le connaître en profondeur, et puis après ça, tu vas apprendre aussi à travailler avec des personnes différentes. Tu rencontres des gens qui sont dans toutes sortes de programmes différents. Et puis ça, cet échange-là, c'est vraiment merveilleux parce que ça te permet de développer d'autres compétences aussi, de communiquer, toutes les compétences qu'on parlait, de communication, curiosité, savoir ce que l'autre fait. Tout ça, c'est important. Puis, si je peux faire aussi une petite parenthèse par rapport aux inquiétudes sur le marché du travail que monsieur parlait justement, je dirais, il faut oser demander, tout simplement. S'il y a un domaine qui t'intéresse et que tu aimerais travailler dedans, prends la peine d'appeler. Essaie de parler à quelqu'un qui a quand même une position dans cette entreprise-là. Présente-toi, puis t'as assez avec tout ce que tu as appris à l'école, avec tout ce que le bagage que tu as, elle est déjà bien et tu peux faire sortir ta personne. Puis moi, la première chose qui m'a fait rentrer dans le marché du travail, c'est le fait que j'ai parlé à mon professeur après le cours. En lui parlant, j'étais intéressée à ce qu'il faisait. J'ai fait un stage non rémunéré. C'était pas obligatoire, mais je l'ai fait parce que ça m'intéressait puis je voulais. Fait que faut mettre du soin, c'est vrai, mais ça peut être payant. Merci Sabine. Sébastien? Moi, je reviens un petit peu à la question de base qui est la suivante. C'est qu'est-ce que je me dirais lorsque j'étais petit? Je me dirais, ça va bien aller. Vous savez, le slogan de 2020. Parce qu'il y a des moments que j'ai trouvé ça difficile, mais parce que j'arrivais quand même de loin. J'étais, comme je vous ai dit en préambule, j'avais beaucoup de difficultés à l'école, pour le dire comme ça. Mais je suis tombé en amour avec la littérature et j'ai commencé la littérature. Je faisais énormément de fautes de français. Et vous l'avez sûrement remarqué aussi, on sort pas le matapédien, j'arrive pas à le sortir de moi. Il m'arrive même à l'oral de faire des fautes et tout, mais je l'assume, ça fait partie du personnage, si j'ose. Le dernier élément aussi que je dirais très rapidement pour vraiment les études en littérature ou dans n'importe quel domaine artistique, ou même ici on a en sciences humaines, en sciences sociales, il y a une partie qui ces études-là, on ne peut pas les faire parce que notre objet de recherche est collé sur nous et on évolue en même temps que notre objet de recherche. Dans mon cas, je deviens meilleur écrivain en me connaissant plus et je vais même oser ceci, et c'est important, certains traumas de jeunesse, je les ai réglés par des études postsecondaires qui aident justement à rationaliser, à prendre une distance et surtout à construire, et comme disait Baudelaire,
une fleur pousse sur un fumier. Donc, on arrive, on prend des choses qui sont négatives et on fait un bel objet avec. C'est un peu poétique, mais bon Dieu, c'est ça la littérature, c'est ça notre domaine. C'est de la psychologie narrative. Merci, Sébastien. Maude? Ouais, moi, ce que je dirais, c'est de prendre le temps. Et relax, là. Souvent, je pense que, en tout cas, ça a été mon expérience, puis celle de plusieurs de mes collègues, là, au cycle supérieur, tu vois la fin de ton programme comme l'espèce de ligne d'arrivée, le Saint Graal, là, c'est là qu'il faut que tu arrives, là. Puis plus tu cours après, plus tu essaies de sprinter là-dessus, plus ça s'éloigne, ça est décourageant à perdre. Mais quand tu ponctues ton parcours de rencontres, d'activités, de différentes choses, par-ci, par-là, des cours que tu n'aurais pas pensé faire, telle chose, ben, soudainement, tu vas arriver au bout, puis tu vas faire, c'est donc le fun. Puis, tu n'auras pas l'impression d'avoir couru, là, pendant toutes ces années-là. Je pense que moi, c'est ce que je me suis dit. Merci. Valérie? Ben, deux mots, je pense, oser. Tu sais, je le partage avec Sabine. Oser cogner aux portes, oser déconstruire les perceptions qu'on pense qui sont bonnes, mais qui, au final, sont fausses. Oser argumenter avec votre directeur de thèse. Toujours dans la bienveillance, mais quand même, oser pouvoir exprimer ces idées-là, tu sais, je pense que c'est vraiment important. Deuxième mot, apprivoiser le changement. Comme le petit prince dit au renard, tu sais, apprivoisement, tu sais, au début, il a peur, mais apprivoiser, je pense que c'est quelque chose qui va tout au long de notre vie, va faire en sorte qu'on va adapter ce changement-là, puis qu'on va l'amener avec nous du bon côté de la force. Bertrand, t'allais dire. J'aime bien l'idée d'apprivoiser le changement, mais en fait, vous êtes des acteurs du changement de vos vies, vous êtes des membres actifs de ça, puis il y en aura toujours de l'incertitude par rapport à ça. L'idée, c'est quoi l'envie que vous avez derrière, j'ai envie de changer, et puis les choses vont changer autour de vous. Il faut rester malgré les temps qui sont là plus difficiles, je trouve, pour certains, beaucoup d'aspects. On essaie de garder un esprit positif par rapport à ça. Oui, puis c'est une chose que vous avez méritée jusqu'à date, c'est le droit d'oser. Je suis totalement d'accord. Merci, chers panélistes, pour ces conseils, pour votre présence aujourd'hui lors de cette table ronde d'ouverture des J2R ici à Rimouski. Public, n'hésitez pas à rester un peu pendant la pause de la fin pour rencontrer les panélistes et continuer les conversations comme on l'a dit. Posez vos questions aussi lors du grand cocktail d'accueil qui se trouvera en bas dans l'atrium. Et maintenant, on arrive vraiment à la fin. Avant de se quitter, l'ACFAS profite pour remercier le Fonds de recherche du Québec, qui sont co-présentateurs de l'événement, ainsi que l'université partenaire de cette année, l'Université du Québec à Rimouski. L'ACFAS souhaite également remercier les partenaires d'activité, Ad-Hoc Talent Management, Ivado, le CNRC, Bistro Brain, notre partenaire bénéficiaire du fonds René Pomerleau, et Atelier 10, notre partenaire média. L'ACFAS remercie également tous les intervenants et intervenantes des ateliers et activités de la semaine et l'ACFAS vous souhaite une excellente expérience des J2R 2025. S'il vous plaît, applaudissez tout le monde sur la scène pour cette belle table ronde. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD, cet épisode spécial J2R 2025. J'espère que vous avez été inspirés par les trajets des panélistes qui étaient là avec moi à Rimouski, aussi par les questions des étudiants qui étaient là du public. Probablement les questions qu'ils ont posées, c'est des questions que vous avez, que des gens autour de vous peuvent avoir. Donc c'est ça. N'hésitez pas à réagir en commentaire si ça a résonné avec vous, si ça vous a fait réfléchir. Et sinon, une dernière petite note, allez voir qu'est-ce qui se passe à l'ACFAS, comment vous pouvez vous impliquer, même chose avec le comité intersectoriel étudiant du FRQ, mais s'il y a une chose qui est claire pour moi à ce passage au J2R, c'est la participation, l'implication dans tout ce qui est comité étudiant et autres, et aussi de projets de recherche interdisciplinaires. C'est super important pour vous, pour votre trajet aujourd'hui, mais aussi pour la carrière qui viendra après. Donc, merci encore. Allez suivre ces gens-là, allez suivre ces organisations-là et j'espère vous lire dans les commentaires. À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu te poses des questions par rapport à ton avenir professionnel après le doctorat, rends-toi sur school.com/papaphd, donc skool.com/papaphd, et rejoins-moi, mais aussi une communauté de gens comme toi qui font de la recherche, mais qui sont aussi intéressés à ce qui existe professionnellement en dehors du labo pour toi. À bientôt!